Cher Christian, c'est à vous. Nous allons commencer avec 2-3 minutes de retard parce que j'ai l'impression que les contrôles à l'entrée sont… Donc, venez vous installer, n'hésitez pas. Présents, en dépit de contraintes et de situations sanitaires pas très faciles. Même si vous n'êtes pas encore dans la salle, tous mes voeux pour chacune et chacun d'entre vous, pour tous ceux qui vous sont chers, en espérant que 2022 sera une année qui permettra de retrouver des chemins de découverte, de rencontres et d'échanges. Et puis, voilà, donc nous allons commencer ce regard sur Annie et Joseph Albers, avec un titre choisi par les commissaires de l'exposition qui est l'art et la vie. Alors, vous avez probablement remarqué, ceux qui sont habitués à venir ici tous les mois, du moins entre octobre et mai, que nos amis de Chan ne sont pas là, la librairie, parce qu'en fait, plus aucun des livres que je leur avais demandé de mettre sur leur table n'est disponible en ce moment. Pas même le catalogue de l'exposition qui est épuisé, semble-t-il. Alors, j'avais d'abord pensé, évidemment, à attirer votre attention sur le catalogue de l'exposition. Il n'y a pas aucune des revues, Connaissance des arts, Beaux-arts, Dossier de l'art, n'avait fait de numéro spécial hors série consacré à l'exposition. J'avais mis dans la bibliographie ce volume consacré au Bauhaus qui avait été produit à l'occasion d'une exposition au Musée des arts décoratifs organisée par la Fondation Hermès. Et puis, j'avais attiré votre attention sur ce livre publié chez Fayard. Le nom de l'auteur, Nicholas Fox Weber, est important parce que cet Américain a longtemps été président de la Fondation Annie et Joseph Albers aux États-Unis et il reste la cheville ouvrière du travail de cette fondation. Et j'aime bien cette idée de présenter la bande du Bauhaus, c'est-à-dire une sorte de groupe d'amis, presque de potaches d'une certaine manière, à la fois très sérieux dans leur travail et en même temps probablement portés sur la plaisanterie, le canular, etc. Et puis, inévitablement, dans la bibliographie, j'avais pensé faire allusion à quelque chose dont nous allons reparler tout à l'heure, qui est le Black Mountain College. C'est l'endroit où Joseph et Annie se sont réfugiés après la fermeture du Bauhaus en 1933 à Berlin par les nazis. Donc, ils sont partis pour les États-Unis et on va y revenir dans un instant. Et j'avais aussi, j'aurais voulu attirer votre attention sur le fait que ce Bauhaus était une création due à la présence d'un très grand philosophe et intellectuel américain, et ce n'est pas contradictoire dans les termes, d'un très grand philosophe et intellectuel américain qui s'appelle John Dewey, dont nous reparlerons tout à l'heure, et dont les écrits théoriques ont été à la base de la création du Black Mountain College. Voilà. Alors, il vous reste quoi? Il vous reste 4 jours pour voir l'exposition, si vous ne l'avez pas vue, ou aller la revoir éventuellement. C'est important, hein, c'est la première fois que sur Paris, on consacre une exposition aussi importante, aussi quantitativement et qualitativement, à 2 personnalités majeures d'un événement, d'un moment dans l'histoire de l'art dont nous n'avons jamais parlé ici dans la conférence jusqu'à maintenant, et qui est justement le Bauhaus, sur lequel nous allons revenir tout de suite. Alors, présentons-les brièvement pour commencer, avec des différences assez frappantes. Le couple est fondé sur la rencontre de 2 personnalités que, probablement sans le Bauhaus et sans l'intérêt pour ce que faisait le Bauhaus, ces personnalités ne se seraient jamais rencontrées. Lui vient d'un milieu, je ne sais pas si on peut le qualifier de modeste, mais en tout cas, c'est un milieu profondément ancré dans le travail manuel, l'artisanat. Il est né donc le 19 mars 1888 à Bottrop en Westphalie
Si vous regardez, par exemple, évidemment, bon, il a 32 ans quand il s'inscrit au Bauhaus, puisqu'il s'y inscrit en 1920. Donc, il est l'étudiant le plus âgé que le Bauhaus ait jamais eu. Hein, ça, c'est important. Famille catholique romaine, donc là aussi appartenant un peu à une frange, je ne sais pas si on peut parler de minorité, mais en tout cas à un groupe un peu différent par rapport à la société allemande à base réformée quand même très forte. Hein, voilà. Donc une famille d'artisans avec un père qui travaille plutôt et le bois et le fer et qui est passionné aussi de musique. Hein. Et donc Joseph va rompre avec la tradition artisanale de sa famille et il va devenir enseignant de primaire d'abord, donc avec une sorte de polyvalence. Puis ensuite, il va s'en aller vers l'enseignement secondaire, où il va s'intéresser assez vite à ce qu'on appelle les travaux manuels, et donc tout ce qui tient à la production des objets, à la créativité et inévitablement à la création artistique. Et c'est probablement à cause de cette première expérience professionnelle qu'il va être attiré par le Bauhaus, qu'il va s'y inscrire. Et je reviendrai là-dessus dans un instant. C'est assez cohérent finalement avec le trajet qui avait été le sien jusque-là. Alors, elle, Anneliese Elsa Frieda Fleischmann, c'est tout à fait différent. C'est une famille juive convertie au protestantisme. C'est extrêmement massivement urbain et, disons, métropolitain, puisqu'elle naît le 12 juin 1999 à Berlin. Et donc, si vous regardez la date d'inscription au Bauhaus, elle est dans la norme. Elle s'inscrit au Bauhaus à 23 ans. Voilà. Famille, donc, qui est une famille de bourgeoisie industrielle, où il n'est absolument pas anormal, il est même souhaitable que les jeunes filles de la famille reçoivent une éducation artistique complète. Elle pense assez tôt à une vocation d'artiste, et c'est là où le statut social de la famille va faire que une amie va pouvoir organiser une rencontre entre elles, l'enfant, puisque quand elle l'a rencontrée, elle avait probablement 16 ans, enfin l'adolescente. Hein. Elle va donc être en mesure de rencontrer une des figures majeures de la peinture de l'époque qui s'appelait Oskar Kokoschka. Et là, il y aura une scène évidemment assez désastreuse, puisque confronté à ses premiers essais de peinture, Kokoschka va lui dire « Pourquoi voulez-vous peindre ?» qui n'a pas dû être un encouragement très… voilà. Ça, c'est ce que j'ai appelé l'incident Kokoschka, qui a dû se passer vers 1915, on pense, et donc en 1922, elle s'inscrit au Bauhaus, ce qui veut dire que nous allons maintenant être obligés de faire un inévitable détour vers le Bauhaus. Sinon, je crois qu'on ne peut pas comprendre ni l'exposition, ni le destin exceptionnel de ce couple, donc Joseph et Annie Albers, que vous voyez ici. Alors, attention, hein, je crois que traduire le Bauhaus par la maison de l'architecture, ce serait une erreur majeure, parce que l'architecture est un des arts majeurs. Et qu'au Bauhaus, on ne pratique pas les arts majeurs, on pratique les arts dits mineurs, sur lesquels on va revenir dans un instant. Et donc, je préfère effectivement parler de l'art du construire, c'est-à-dire bâtir, voilà. Alors, il y a un mot évidemment très important qu'on retrouvera pour ceux d'entre vous qui me feront l'amitié de suivre nos 5 matinées du samedi consacrées au Ring de Wagner, puisque je crois à peu près que nous allons finir par y arriver, hein, après 2 années où elles ont été annulées. Nous commençons en principe le 15 janvier pour une série de 5 samedis de 9h30 à 13h, parce que évidemment le Ring, ça demande du temps. Hein, voilà. Et bon, vous le savez, un des mots phares et essentiels de la vision créatrice de Richard Wagner, qu'il avait trouvé donc chez ce philosophe allemand de la première moitié du 19e siècle, Karl Friedrich Eusebius Strandorf,
c'est le mot Gesamtkunstwerk, qui veut dire l'œuvre d'art totale. Et cette œuvre d'art totale, ce qui nous intéresse, nous, et dont on va trouver la source en Angleterre, c'est justement comment faire du construire, du lieu construit, une œuvre d'art totale. Alors, avant d'arriver au Bauhaus, on va être obligé de s'en aller dans les ailleurs. Et là, il faut bien dire que le premier ailleurs, c'est probablement l'Angleterre, à cause de quelqu'un qui est connu en France, mais à mon avis, pas suffisamment. Et je suis assez heureux d'avoir pu mettre en relation Françoise Nissen et Jean-Paul Capitani, les propriétaires d'Actes Sud, avec un de mes anciens étudiants, Charles-François Mathis, qui va produire la première biographie en français de ce personnage étonnant qui s'appelle William Morris. William Morris, que vous voyez ici, assis et barbu, avec à côté de lui son compagnon d'études à Oxford, qui s'appelle Edward Burne-Jones et qui est une des personnalités majeures du deuxième groupe des pré-raphaélites, bien sûr. Hein, voilà. Alors, Morris est quelqu'un de très, très important. C'est le fils d'un agent de change prodigieusement riche de la cité londonienne, donc qui n'aura jamais travaillé, mais qui va travailler plus que tous les gens probablement de son époque. Alors, je crois que la meilleure introduction que je peux vous donner à William Morris, c'est cette citation que, évidemment, tous les Mauriciens connaissent par cœur et qui est essentielle. « Have nothing in your house that you do not know to be useful or believe to be beautiful. » Et vous sentez très bien que si vous ne devez rien avoir dans votre maison dont vous ne sachiez que c'est utile ou dont vous ne pensiez que c'est beau, ça veut dire que tout l'objectif de William Morris, c'est la réconciliation de l'utile et du beau. Et donc, cette incarnation du beau dans l'utilité quotidienne. Et qu'il ne suffit peut-être pas que quelque chose soit utile, il ne suffit peut-être pas non plus que quelque chose soit beau. Et que le but, c'est de faire en sorte que. Pourquoi? Parce que, au fond, dans le désenchantement du monde moderne et contemporain de William Morris, c'est-à-dire le monde de l'industrialisation et de l'urbanisation, dans ce désenchantement de ce monde contemporain, dans cet enlaidissement du monde, alors peut-être que la maison individuelle, la maison familiale, le temple de la domesticité pourrait devenir un lieu de beauté et d'utilité qui opposerait cette beauté et cette utilité à, encore une fois, l'enlaidissement de l'usine et de la ville. Hein, voilà. Alors, vous le savez peut-être, ce dont on s'intéresse à Morris, Morris va racheter les ruines d'une abbaye sur les bords de la Tamise qui s'appelle Merton Abbey. Vous le savez, en 1533, Henri VIII va dissoudre les ordres religieux en Angleterre, ce qui fait que le territoire anglais est parsemé d'une série de ruines absolument étonnantes d'abbayes, pour la plupart gothiques. Et vous savez qu'un des plus grands poèmes de William Wordsworth, la figure fondamentale de la première génération des romantiques anglais, lui a été inspiré par les ruines d'une abbaye qui s'appelle Tintern Abbey. Et là, Morris a racheté, et pour lui c'est très important, parce que la vocation collective au travail de l'abbaye, mais d'un travail signifiant et non aliénant comme était le travail intellectuel contemporain auquel Morris était confronté, ça a été très, très important pour lui. Et je voudrais vous donner une autre citation de William Morris, il y en aura 3 en tout, voilà la deuxième. Si on me demandait de dire ce qui est en même temps la production la plus importante de l'art et la chose la plus désirable qui soit, je répondrais une maison belle. Et là, c'est très important, la maison à l'intérieur duquel Morris va essayer de créer une harmonie totale entre les papiers peints, les rideaux, le mobilier, les tissus d'ameublement, les vitraux qui vont apparaître à la place des fenêtres, etc. Cette idée de créer presque une harmonie de nature musicale, bien qu'elle soit visuelle, qui opposera cette harmonie à la disharmonie du monde extérieur, du monde autour. Ça, c'est très, très important. Et d'ailleurs, un mouvement se créera en Angleterre et aux États-Unis à la fin du 19e siècle qui s'appellera « The House Beautiful », la maison belle ou la maison de beauté. Et donc, ça veut dire que, au fond, ce à quoi Morris veut arriver, c'est à une réhabilitation totale des arts dits décoratifs ou mineurs. Pour lui, les arts décoratifs ou mineurs
en ce qu'ils peuvent transformer l'enlaidissement du monde en un lieu de beauté, sont peut-être plus fondamentaux dans la deuxième moitié du XIXe siècle que les arts majeurs. La peinture, oui, la musique, oui, l'architecture, oui, la sculpture, oui, pourquoi pas, mais finalement, de quoi les hommes ont-ils besoin dans la deuxième partie du XIXe siècle? C'est de retrouver un espace dans lequel ils puissent avoir l'expérience d'une harmonie visuelle qui les réconciliera finalement avec le réel. D'où, dans Merton Abbey, dont je vous ai montré une image il y a quelques minutes, un atelier de tissage. Alors, le mot atelier est important. Atelier, c'est au sens des ateliers d'artisans anciens ou au sens de certains ateliers de peintres, comme par exemple celui de Rubens à Anvers, ou etc. C'est-à-dire de gens qui travaillent ensemble à la production d'œuvres qui vont pouvoir, là aussi, embellir le quotidien. Avec ici, à la notion d'embellissement, une autre notion tout aussi importante qui est celle de l'utilité. Donc, le tissage, les papiers peints, la tapisserie, les vitraux. Et les vitraux vont devenir très importants parce que les vitraux vont d'une certaine manière signaler la sacralisation de l'espace privé et domestique. On prend les vitraux dans les églises et on les met dans les maisons. Donc, la maison devient un lieu religieux, un lieu de du relibéré, du relié. Bon. Et évidemment, les vitraux aux fenêtres, à la place des fenêtres, vous empêchent de voir l'enlaidissement du monde qui se joue dans l'urbanisation et l'industrialisation à l'extérieur. Et Burne-Jones, dont j'ai parlé tout à l'heure, sera un des très grands dessinateurs de vitraux pour William Morris. Les vitraux de Burne-Jones, je ne sais pas si vous avez visité un jour la cathédrale de Birmingham, peut-être vous n'allez pas à Birmingham, mais vous avez tort, parce qu'on croit comme ça que c'est très moche. En fait, d'abord, c'est là que ça a été inventé, la révolution industrielle, donc c'est quand même important pour notre monde aujourd'hui, quand nous sortons peut-être de l'industrialisation. Et puis, alors, il y a des œuvres d'art absolument magnifiques, et les vitraux de la cathédrale anglicane de Birmingham ont été réalisés par Burne-Jones, ils sont superbes. Et si on essayait de résumer un tout petit peu le sens de la démarche mauricienne, ce serait l'objet contre la chose, c'est-à-dire l'objet qui est l'objet qui correspond à un désir et non pas une chose qui s'accumule et qui, voilà, au sens de Pérec, si vous voulez. L'objet, c'est ce que je choisis parce que moi, sujet, je vois dans cet objet quelque chose qui, d'une certaine manière, me correspond, qui est l'objet d'une dilection, etc. Pas la chose, mais l'objet. La main contre la machine. Alors ça, c'est vraiment la détermination artisanale, l'honneur de la main. Morris va dire à plusieurs reprises que toute sa mission, c'est face, évidemment, à la machine, de restaurer l'honneur de la main. C'est l'atelier, je viens d'en parler, contre l'usine. Et alors, regardez, je vous ai mis en dernier le titre d'un des très, très, très nombreux articles et absolument fascinants qu'a écrit Morris sur le travail, sur l'industrie, etc. Et ça s'appelle Useful Work, le travail utile, versus contre useless toil, c'est-à-dire le labeur inutile. Tant qu'une société n'aura pas converti l'inutilité du labeur en l'utilité du travail, cette société ne sera pas une société digne. Voilà, ça, c'est très clair pour Morris. Et la dernière phrase, la dernière citation que je vous ai donnée de lui, Morris est un homme qui écrivait des choses étonnantes comme ça. Rien ne devrait être fait par la main, par le labeur d'un homme qui n'en vaut pas la peine, ou qui doit être fait par un labeur dégradant pour ceux qui le produisent. Donc, cette idée que si le travail dégrade ceux qui le font, alors quelque part ce travail est inacceptable. Voilà. Alors, parmi les ailleurs, il y a aussi Vienne, bien sûr, sous l'influence en partie de Morris, il faut être clair. Morris, c'est quelqu'un de fondamental dans la deuxième moitié du 19e siècle. Tout ce qu'on a appelé l'art nouveau sort de Morris, que ce soit à Nancy, que ce soit à Paris, que ce soit à Bruxelles, que ce soit à Barcelone. Tous ces gens-là sont conscients de Morris et de ses buts. Parmi les ailleurs, donc Vienne, vous avez Hofmann, avec un endroit que je n'ai jamais réussi à voir, mais qui est exceptionnel, qui est le palais Stockley, bien sûr, réalisé par Joseph Hofmann, à l'intérieur duquel vous avez une série exceptionnelle de fresques de Gustav Klimt comme élément décoratif. Les essais préparatoires, les travaux préparatoires de Klimt
étant visible, Dieu merci au moins, au musée des arts décoratifs de Vienne, hein, sur le Ring. Voilà. Et puis, l'autre grande personnalité des Wiener Werkstätte, bien sûr, c'est Koloman Moser, avec ici, vous le savez, la fameuse maison au médaillon du Linke Windseile à Vienne. Bon, voilà, ça, c'est typique, effectivement, du travail de Moser, qui, alors là aussi, allusion à Wagner, va illustrer un certain nombre de passages de Wagner, c'est-à-dire ici, bien sûr, dans la Valkyrie, le moment où, parce qu'elle l'a trahi et qu'elle a essayé de sauver Sigmund alors qu'elle devait au contraire le perdre, Wotan, son père, va la mettre sur un rocher et va entourer le rocher de feu pour qu'elle ne puisse être sauvée de cet enfermement et de ce sommeil que par le véritable héros. Hein, voilà. Et puis, ils vont créer à tous les deux les Wiener Werkstätte, c'est-à-dire un atelier d'art décoratif, une production d'art décoratif. Alors, ils vont aller chercher des gens comme Dagobert Pesche, qui est un très grand producteur de textile, parce que le textile, c'est, vous voyez, ce sont des motifs naturels, hein, tout petit peu moins art nouveau, tout petit peu art déco peut-être en transition, hein, mais c'est très caractéristique des Wiener Werkstätte. Et ces textiles vont réintroduire à l'intérieur de la maison temple la nature, alors qu'à l'extérieur de la maison temple, la nature est l'objet d'une prédation systématique sous la forme de matières premières utilisées pour nourrir la machine industrielle. Alors, en même temps, vous avez des choses exceptionnelles. Les décoratifs, c'est époustouflant. Si par hasard, vous avez chez vous le service AT de Hoffmann, réjouissez-vous. Voilà. Bon. Mais ça peut s'incarner aussi dans des choses très, très, très simples, comme par exemple des billets de correspondance de Léopoldine Kolbe. Hein. Vous voyez, cette idée que plutôt que d'écrire sur un papier momoche, etc., et comme par hasard, on retrouve un motif floral, mais un motif floral qui s'accompagne d'une géométrie pré-art nouveau dans les paniers en fer peint blanc que vous avez évidemment comme, voilà. Hein. Et puis, alors évidemment, vous avez quand même l'importance de la mode, c'est-à-dire qu'au fond, l'élégance, la beauté va réenvahir le quotidien sous la forme du vêtement. Alors, est-ce qu'il y a un idéal démocratique de la mode? Je ne suis pas très sûr. Il faut bien dire que tous ces mouvements-là vont être pris entre le désir de réintroduire de la beauté dans le quotidien et le fait de la production de masse. C'est-à-dire que si vous ne produisez pas en masse, ça va coûter cher. Et à ce moment-là, le but qui était de réintroduire de la beauté dans le quotidien, vous n'allez pas l'atteindre parce que le quotidien ne pourra pas s'offrir ce genre de choses. Ça a été une des préoccupations majeures, évidemment, de ces gens-là. Parmi d'autres ailleurs, vous avez Darmstadt. Darmstadt, en Hesse, qui a la chance d'avoir à ce moment-là une sorte de prince mécène éclairé renaissant. Hein, Ernst Ludwig, le grand-duc de Hesse, qui va épouser en 1905 la princesse Éléonore et qui fera construire en souvenir de son mariage la fameuse Wedding Tower, la tour du mariage. C'est le monument qui célèbre le bonheur qu'il a eu à épouser la princesse Éléonore. Et l'architecte, alors on ne peut pas s'attarder trop longtemps là-dessus, bien sûr, mais l'architecte, comme par hasard, c'est Joseph Maria Olbrich. Et pour ceux d'entre vous qui ont un tout petit trou de mémoire un instant, je vous rappelle que Joseph Maria Olbrich, c'est celui qui va réaliser à Vienne le bâtiment de la sécession. Et que dans le bâtiment de la sécession, c'est là où vous avez la fameuse frise Beethoven de Klimt. Donc, voilà. Et alors, parmi les gens que… Parce que Ernst Ludwig dit « Ma terre de Hesse fleurira, et dans cette terre fleurira particulièrement l'art. » Donc, il y a une volonté de mécénat et de montrer que l'efflorescence de l'art dans une communauté, ça signale effectivement la fertilité et le côté positif de cette communauté. C'est Florence au XVe siècle, il ne faut pas rêver. Qu'est-ce qu'il voulait faire, Ernst Ludwig? Il voulait faire de Darmstadt une sorte de Florence du début du XXe siècle. Et là, il a la chance d'avoir quelqu'un sous la main qui s'appelle Peter Behrens. Peter Behrens qui va être un architecte dans un premier temps de maison privée, avec une dérive britannique assez nette quand même, hein, les beaux windows, voilà, on sent bien que l'univers de William Morris, il n'est pas très loin. Hein. Avec, regardez, l'art de la suspension, quand même, c'est magnifique. Toujours cette idée que c'est pas de faire un tableau, c'est pas de faire une sculpture, c'est pas de faire un morceau de musique, c'est pas de voilà qui compte, c'est de faire des objets qui vont faire que dans le quotidien, il y aura un certain bonheur à vivre dans ce quotidien par
le regard constamment posé sur une harmonie de couleurs, une harmonie de lignes, même si parfois ces harmonies sont un tout petit peu audacieuses et viennent rompre la lassitude du regard. Hein, ça, c'est important, la banquette ici. Et alors, évidemment, il y a un aspect très important dans la carrière de Behrens, c'est que c'est un très grand architecte industriel. Et qui va, d'une certaine manière, complètement révolutionner l'aspect de l'usine. On est là en plein chez Morris. Si Morris oppose l'atelier à l'usine, d'une certaine façon, Behrens va essayer de préserver l'usine en y réintroduisant des éléments d'atelier, c'est-à-dire des architectures signifiantes, avec beaucoup de lumière, et des détails architecturaux qui, dans leur, disons, dans leur côté un peu abstrait, un peu rigoureux, seront néanmoins, évidemment, à la recherche de formes satisfaisantes. Et alors, comme tous les grands, Behrens est un formateur. C'est quelqu'un qui va effectivement transmettre et susciter autour de lui une équipe de disciples exceptionnels, puisque vous les avez là, les 6 grands disciples de Behrens, avec au premier plan ici, évidemment, Mies van der Rohe. Hein. Bon, alors, si vous êtes en quoi que ce soit quelqu'un qui s'intéresse, n'oubliez jamais, en 1916, dans Frühlicht, une revue architecturale spécialisée allemande, Mies avait dit « L'avenir de l'architecture, ce ne peut être que le gratte-ciel ». Et donc, quand en 1933, il sera obligé de partir aux États-Unis, hein, il ira où? Là où le gratte-ciel a été inventé, c'est-à-dire à Chicago. Et il deviendra le très grand architecte de Chicago. Ceux parmi vous qui m'ont fait l'amitié de venir avec moi à Chicago, vous vous souvenez probablement de l'extraordinaire qualité des travaux de Mies qu'on voit à Chicago, effectivement. Hein. Alors ensuite, Meyer, on va y revenir, hein, parce que Meyer, en fait, c'est quelqu'un qui va travailler avec le monsieur qui est là. On va délaisser un tout petit peu ces trois-là, parce que sinon on y passerait notre vie. Et lui, là, vous le voyez, c'est très important, c'est Walter Gropius. Et donc, lui, qui va fonder et être le premier directeur du Bauhaus. Et Meyer était son assistant, son associé. Et alors là, il faut le rappeler tout de suite, et on n'y reviendra plus, quand en 1933, le Bauhaus est supprimé, on va redire 2-3 mots là-dessus, mais quand en 1933, le Bauhaus est supprimé, si Mies s'en va à Chicago, Gropius s'en va à Cambridge, hein, c'est-à-dire à Harvard. Et si vous connaissez bien votre Massachusetts, pas très loin de Cambridge, à Lincoln, vous avez une très belle maison de Gropius. Si un jour vous avez une demi-journée à perdre à Boston, parce que vous avez déjà vu tout ce qu'il y a à voir, prenez le temps d'aller à Lincoln pour voir la maison de Gropius, c'est magnifique. Il l'a construite à partir de rien quand il est arrivé là-bas. Autre ailleurs encore, hein, c'est fou, les Deutsche Werkbund. Hein. À la base de ça, un monsieur qui s'appelle Adam Gottlieb Hermann Multesius, hein, qui est à la fois un architecte amateur, un écrivain, mais surtout un diplomate. Et il est envoyé, ça c'est fou évidemment, il est envoyé fin 19e, début 20e en poste diplomatique à Londres. Et là, il tombe véritablement en extase devant le travail de Morris et le travail des disciples de Morris dans un mouvement qui s'appelle Arts and Crafts, les arts et l'artisanat, qui est fondamental. Et par ce mouvement-là, alors il va avoir l'idée d'aller dans un endroit où j'ai emmené là aussi un certain nombre d'entre vous et qui fait confiance alors que ce n'est pas l'endroit où on s'en va a priori comme une métropole d'équilibre culturel et pourtant c'en est une, c'est-à-dire Glasgow. Et à Glasgow, bien sûr, il va s'apercevoir de l'importance de ce personnage essentiel qui s'appelle Charles Rennie Mackintosh. Mackintosh, c'est vraiment fabuleux. C'est quelqu'un qui est très attaché à la France. C'est quelqu'un qui va vivre une partie de sa vie dans le Roussillon. À Port-Vendre, aujourd'hui, vous avez un petit musée Mackintosh. Bon, voilà, il faut le savoir. Parce que... et Charles Rennie Mackintosh, c'est un des plus grands. Alors lui, c'est vraiment, on est sorti de l'Art Nouveau et on a basculé dans l'Art déco. Mais ces très grandes chaises que vous voyez là, et qui sont maintenant attribuées à des fabricants italiens, etc., ce sont des chaises Mackintosh. Qui dialogue très probablement avec les grandes chaises de Frank Lloyd Wright. Moi, je suis persuadé que Mackintosh était un très grand regardeur de Wright. Ça, c'est clair. Et donc, vous avez ici la fameuse salle de luxe, des salons de thé, les Willow Tea Rooms de Mrs. Cranston. Si vous allez un jour à Glasgow, alors c'est vrai que ce n'est pas une ville où on va a priori passer le week-end. Et pourtant, il y a des choses, les architectures de Mackintosh qui sont là sont absolument fabuleuses. Il y a un musée Mackintosh, tout ça, mais les Willow Tea Rooms ont été reconstituées dans l'état dans lequel elles étaient quand Mackintosh les a livrées à Mrs. Cranston. Et c'est étonnant.
Et Multesius, donc, a été obsédé par Morris d'abord, puis Mackintosh après, et il est rentré en Allemagne après ses missions diplomatiques, ses postes diplomatiques, et il a créé le Deutsche Werkbund, c'est-à-dire l'Union de l'œuvre allemande. Et regardez ça, c'est bouleversant. Enfin, il a organisé une immense exposition du Deutsche Werkbund à Cologne en 1914, exposition qui a duré de mai à octobre, ou qui devait durer de mai à octobre 14. Enfin, c'est fou de penser l'horreur. Voilà. Alors, dans cette exposition, vous aviez ce fameux pavillon de verre de Bruno Taut, qui était extrêmement important parce qu'il disait que l'architecture n'était plus une histoire de bois et de pierre, mais était devenue une architecture une histoire de verre et de fer. Ça, c'est fondamental, parce que le gratte-ciel, c'est du verre, de l'acier et du verre. C'est clair. Et là, alors, ça regarde d'un côté vers 1851 et évidemment le pavillon de la première exposition universelle. Bon, mais c'est quand même… Et alors, regardez ça, c'était un des joyaux de l'exposition de 14 à Cologne, c'est-à-dire c'est un bâtiment d'usine réalisé en collaboration par Gropius et Adolf Meyer, que vous avez vu tout à l'heure dans l'atelier, bien sûr, de Behrens. Et regardez l'escalier, qui est étonnant. Je le redirai tout à l'heure, mais j'ai cité souvent, et je la recite volontiers, cette phrase d'André Chastel, « On juge un architecte à ses escaliers ». L'escalier qui est essentiellement utilitaire, voilà. Ceux d'entre vous là aussi qui sont venus avec moi à la Rotonda de Andrea Palladio, la manière dont Andrea Palladio a fait jouer les escaliers dans la Rotonda, c'est absolument fabuleux. Et le voilà, le Adolf Meyer, donc, qui a été formé par Behrens, qui a rencontré Gropius dans l'atelier de Behrens et qui a ensuite suivi effectivement Behrens. Et alors, en 1919, Gropius va lui donner un poste au Bauhaus, au moment de la création du Bauhaus, et il y restera un certain nombre d'années. Il partira en 23 ou 24. Et puis, pour vous dire quand même, dans la petite période d'efflorescence artistique de la Russie soviétique avant la reprise en main stalinienne, à l'époque, évidemment, des suprématistes, à l'époque des Malevich, à l'époque des Goncharova, à l'époque des Larionov, à l'époque de tous ces gens-là, vous avez eu l'équivalent d'un Bauhaus russe. Je m'excuse, je ne sais pas prononcer le russe, donc je ne vous dirai rien. Mais vous avez eu un laboratoire russe de la modernité volontairement modelé sur le Bauhaus, Higher Artistic Technical Workshop, des ateliers, comme par hasard, avec évidemment l'art et la technique. Et il y avait 8 facultés divisées en ateliers de production, le bois, le métal, le textile, l'imprimerie, les céramiques, et puis les 3 ateliers d'art, peinture, sculpture et architecture. Et voilà le bâtiment dans lequel ils étaient installés. Et voilà les salles de cours. Et alors évidemment, quand vous voyez le travail d'un des enseignants là, qui s'appelait Alexandre Vesnine en 1922, vous vous dites que le réalisme prolétarien, là, on n'est pas du tout là-dedans. Que ces gens-là vont être écrasés complètement par la reprise en main stalinienne et l'obligation de… Voilà. Alors, tout le monde ne s'en sortira pas aussi brillamment qu'un Malevich, qui finira par combiner l'abstraction et la figure humaine. Mais tout le monde n'y arrivera pas. Regardez par exemple un Krinsky, dont il dit composition spatiale et colorée. C'est-à-dire que l'essentiel, ce n'est pas de représenter un objet du réel ou de produire un objet qui pourrait exister dans le réel, c'est de travailler théoriquement sur les liens entre formes et couleurs, les liens entre couleurs entre elles et les liens entre formes et couleurs. Et du coup, vous avez une petite dérive soviétique, soviétique sur le gratte-ciel. Et vous avez, par exemple, quelqu'un comme Krinsky, dont j'ai parlé à l'instant, qui s'amuse à faire des gratte-ciels. Et c'est un projet de gratte-ciel pour rien moins que une des places les plus célèbres de Moscou, la place Loubianskaya, qui date de 22-23. Alors, on en vient maintenant… Je suis désolé, c'est un peu un détour, mais je pense que c'est très important de comprendre en quoi le Bauhaus est à la fois fabuleusement lui-même et en même temps quand même le résultat de tas de choses qui se passaient à ce moment-là. Et que, voilà, si on ne comprend pas ça, le Bauhaus, c'est un peu un objet volant non identifié. Là, on est, voilà. Alors, il faut rendre hommage tout de suite, bien sûr, à Gropius, puisque c'est lui qui va avoir l'idée du Bauhaus, c'est lui qui va le fonder, c'est lui qui va en être le premier directeur et qui va rester son directeur de 1919 à 1928.
Et regardez ça, évidemment, ça c'est fabuleux. C'est quand la famille McCormick, c'est-à-dire les gens qui produisaient les moissonneuses-batteuses, qui évidemment ramassaient les céréales, qu'ensuite on transportait par le train jusqu'à la Chicago River, et où effectivement, énorme silo par lequel ensuite ils étaient mis sur des bateaux et transportés vers la côte Est et vers le reste du monde, hein, l'épopée du grain, hein, dont parlera Frank Norris, bien sûr. Hein. Eh bien, la famille McCormick en 1922, qui était propriétaire du grand quotidien de Chicago qui s'appelait The Chicago Tribune, a décidé qu'il lui fallait un siège social à la mesure de ce que Chicago était devenu. Et donc, ils ont fait un concours architectural. Il y a eu plusieurs centaines de projets qui ont été envoyés au comité de sélection. Et là, vous avez Gropius devant son projet. Projet qu'il a réalisé, évidemment, avec Meyer, dont on a parlé tout à l'heure, qui avait été son condisciple dans l'atelier de Behrens. Et vous avez à gauche le projet de Gropius et Meyer. En partant de la gauche, vous avez ensuite le projet d'un des frères Taut. Hein. Et puis alors après, vous avez la colonne, le fameux projet de Adolf Loos. Vous savez, Adolf Loos, c'était le grand architecte abstrait, moderniste de Vienne. Si vous connaissez bien la sortie de la Hofburg, non pas vers le Ring, mais vers le centre-ville historique, à la sortie de la Hofburg, vous avez une maison de Loos. Et on dit que l'empereur François-Joseph, quand il sortait, fermait systématiquement les yeux pour ne pas voir la maison de Loos, tellement il la trouvait horrible. Et Loos, c'est celui qui est à l'origine de cette fameuse formule que je ne saurais pas dire en allemand, mais qui est que l'ornementation, c'est de la merde. Scheisse. Voilà. C'est-à-dire que quand un architecte met des ornements, ça veut dire que c'est fait pour dissimuler la fragilité de la conception architectonique du bâtiment. Un architecte qui ne sait pas construire va évidemment faire du décoratif. Et évidemment, là, on est chez Loos de la même manière que, de la même façon que Louis Sullivan dira à Chicago en 1896, form follows function. La forme suit la fonction. C'est à l'origine du fonctionnalisme. Et Loos, évidemment, entend dire qu'à Chicago, il y a des gens qui disent « Ah, mais le gratte-ciel, ce n'est pas du tout moderne, c'est très naturel, c'est comme un arbre. Hein. Au sol, il y a des racines, et puis il y a le tronc de l'arbre, et puis ensuite, il y a voilà, bon. Ou c'est comme une colonne, il y a un piédestal, puis un fût, puis un chapiteau. » Et Loos, un peu par dérision, va dire bah, « Puisque le gratte-ciel, c'est comme une colonne, alors je vous fais un gratte-ciel colonne. » Et Bruno Taut, dont nous avons vu tout à l'heure le Palais de Verre, hein, vous vous souvenez, à Cologne en 1914, c'est lui qui a fait, voilà. Alors, Gropius va renoncer à la direction du Bauhaus en 28, et ce personnage qui s'appelle Hannes Meyer, à ne pas confondre avec Meyer qu'on a vu tout à l'heure, c'est quelqu'un qui va rencontrer Gropius en 26. Gropius va l'inviter à enseigner l'architecture au Bauhaus en 27, et en 28, il lui demandera de prendre la direction du Bauhaus. Alors là, il y a un gros problème, enfin un gros problème, non, mais Meyer est un très grand intellectuel marxiste en même temps qu'un très grand architecte. Et là, d'ailleurs, il quittera en 1930, s'apercevant que son adhésion idéologique au marxisme et risque de fragiliser le Bauhaus vis-à-vis du national-socialisme. C'est la raison pour laquelle il partira. Et il sera trop tard, parce que évidemment, en 1933, quand les nazis dissoudront le Bauhaus, un des motifs de la dissolution sera la présence du marxisme dans le Bauhaus. Et pour vous montrer juste comme ça, à toute allure, un bâtiment de Hannes Meyer, vous avez là à Bernau le bâtiment qu'il avait construit. C'était le lieu, enfin, l'école de formation des permanents des syndicats allemands à l'époque, des syndicats ouvriers allemands à l'époque. Et donc, Meyer va se retirer, conscient que sa présence met en danger et fragilise le Bauhaus. Et c'est donc Ludwig Mies van der Rohe qui va lui succéder. Et c'est lui qui sera confronté avec la décision du Parti national-socialiste de transférer le Bauhaus de Dessau à Berlin, puis de le supprimer. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, le bâtiment des archives du Bauhaus est à Berlin. Si vous êtes allé à Berlin et que vous n'avez pas visité ça, faites l'effort relativement facile à faire d'y retourner et de visiter le bâtiment des archives du Bauhaus. C'est absolument passionnant. Alors, je vous rappelle que le Bauhaus a commencé à Weimar, dans des bâtiments qui n'avaient pas été conçus pour le Bauhaus.
C'était l'école des beaux-arts de Weimar qui avait été commanditée par la municipalité de Weimar à ce très grand architecte belge qui s'appelle Henri van Velde et qui avait réalisé ce bâtiment entre 1904 et 1911 et où, d'une certaine manière, Gropius a fusionné l'école des beaux-arts de Weimar avec son projet du Bauhaus et il s'est installé dans les bâtiments avec les grandes verrières et avec des architectures de pignons qui ne sont pas sans rappeler celles de Behrens ou dialoguer avec celles de Behrens pour l'usine de AEG à Berlin qu'on a vu tout à l'heure. Et je disais donc qu'André Chastel avait été convaincu qu'il fallait absolument juger un architecte à ses escaliers. L'escalier que Van Velde a réalisé pour une des ailes de l'école était quand même assez exceptionnel. Alors, on ne remerciera jamais assez Gropius, parce que c'est quand même Gropius qui a rassemblé autour de lui, qui a donné envie à des gens quand même absolument exceptionnels de venir autour de lui. Je n'ai pas le temps de montrer tout ça, hein, mais Feininger, c'est quand même un peintre magnifique, venu des États-Unis d'ailleurs. Hein, lui, il est d'origine allemande, mais il revient s'installer en Europe. Bon, Kandinsky, faut-il le souligner, était là. Hein, Oskar Schlemmer, moins connu en France, mais très important. Mutsch, moins connu, mais qui sera un des premiers grands architectes du Bauhaus. Et puis quand même Paul Klee. C'est-à-dire, quand vous avez dans une équipe pédagogique en 1919-1920 et Vassili Kandinsky et Paul Klee, vous ne vous êtes pas beaucoup trompé sur l'avenir de l'art. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, le drame, bien sûr, c'est qu'en 1925, la municipalité de Weimar devient national-socialiste et à ce moment-là, le Bauhaus s'en va. Et il s'en va à Dessau. Alors là, si vous n'êtes jamais allé à Dessau et que vous ayez un peu de temps, il faut y aller parce que vous atterrirez à Leipzig, qui est une ville absolument passionnante. De Leipzig, vous remonterez vers Dessau, où la présence du Bauhaus est vraiment fabuleuse, puisque le seul bâtiment que le Bauhaus ait vraiment jamais eu en propre, c'est celui que les architectes du Bauhaus ont dessiné pour, effectivement, Dessau. Et puis, au nord de Dessau, vous avez un truc qui n'a aucun rapport, qui s'appelle Wörlitz. Et à Wörlitz, vous avez, à la fin du XVIIIe siècle, un prince de Saxe-Anhalt qui a réalisé un ensemble de jardins anglais absolument fabuleux. Ce qu'on appelle le Gartenreich, c'est-à-dire l'empire des jardins, c'est absolument étonnant. Si vous n'êtes jamais allé là, ça vaut le coup de passer. Il faut bien passer 3-4 jours pour vraiment pouvoir explorer, parce que c'est somptueux. Et voilà donc le bâtiment du Bauhaus, avec, regardez, une intelligence de comment faire des balcons. En fait, c'est magnifique. Si vous pouvez, à partir des balcons du Bauhaus, faire une photo comme ça, les fenêtres, bien sûr, hein, et tout ça est en place aujourd'hui. Vous pouvez le visiter avec des équipes de jeunes étudiants qui sont hyper brillants, qui connaissent ça par cœur et qui vous feront apprécier tout ça. Et donc, évidemment, en 1932, on est obligé de partir pour Berlin, et en 1933, c'est la suppression. Et à ce moment-là, c'est l'éclatement du groupe, bien sûr. Hein. Éclatement du groupe, donc Gropius vers Cambridge, Massachusetts, c'est-à-dire Harvard, bien sûr, et puis Mies vers. Et puis les Albers vers le Black Mountain College, sur lequel nous revenons dans un instant. Hein. Alors, le Bauhaus, les présences, c'est fou. Feininger, Klee, Kandinsky, Itten, Mutsch, j'ai pas le temps de citer tout le monde, Marcel Breuer, bon, Maud Lunagu, etc. On va revoir ça. Et alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est un établissement d'enseignement supérieur dont le but n'est pas la connaissance intellectuelle, mais la production manuelle. Attention, ça c'est fondamental. La connaissance intellectuelle, la maîtrise intellectuelle est ordonnée à la production manuelle. Et quand vous regardez la manière dont Johannes Itten, il est là, hein, avait conçu l'enseignement, ben, c'est clair, si vous voulez, que vous avez le cours préliminaire qui va vous permettre d'étudier la nature, d'étudier les tissus, d'étudier l'espace, la couleur, la composition, d'étudier, etc., etc. Ensuite, vous passerez aux matériaux, le bois, le métal, les textiles, la couleur, le verre, l'argile, la pierre. Et enfin, vous serez sur le building site, c'est-à-dire vous serez sur l'endroit où vous construisez, où vous produisez des objets. Hein, voilà. Et Johannes Itten, le voilà. Et alors, regardez, ça c'est assez bouleversant parce qu'on est en 19, c'est la première année du Bauhaus. Hein, et un des élèves, Rudolf Lutz, va concevoir l'invitation à la fête, bien sûr, de l'école. En quelque sorte, c'est la fête de l'école. Et regardez, ça sera vendredi soir à 7h, hein, dans l'acte salle, et le maître Johannes Itten, qui est à la fois celui qui garantit notre jeu, Spiel,
hein, notre fête, fest, et Arbeit, notre travail. Et ça, c'est magnifique, cette idée qu'il y a à la fois le ludique, le laborieux et le festif, hein, qui sont rassemblés dans. Et là, vous avez par exemple ici une étude de texture dont Johannes Itten faisait travailler à ses étudiants. Encore une fois, tout fonctionne dans le sens que voulait Gropius dans le manifeste du Bauhaus. L'école, l'apprentissage intellectuel, est au service de l'atelier. Tout ce qui est dans l'esprit doit à un moment ou à un autre informer la main et la production de la main. C'est la main qui est essentielle. Le sapiens est ordonné au faber. Je suis désolé. Voilà. Et donc, dans chaque atelier, vous avez deux maîtres, un maître de la forme qui est l'artiste et un maître du works, c'est les œuvres, c'est les objets, c'est la production. Et regardez par exemple quelqu'un qui a été un des étudiants les plus brillants de Itten, hein, Herbert Bayer, qui est étudiant de 21 à 25, puis qui va devenir enseignant junior en typographie, parce que là aussi, hein, le problème, c'est le décor du quotidien. Le décor du quotidien, c'est quoi? C'est la ville. Dans la ville, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des affiches, il y a des choses qui sont peintes sur les murs, il y a les gros titres des journaux, il y a etc. Et donc, la typographie, c'est essentiel parce que des lettres moches, inintéressantes, etc., ça ne va pas changer le quotidien. Alors que si vous avez un travail sur la lettre, eh bien, vous allez pouvoir faire peut-être des gros titres de journaux, des publicités, etc. Voilà. Et regardez, moi, j'aime beaucoup hein, Bayer. Bayer, il y a un petit côté, vous comprenez, le Lego, c'est pas rien. Voilà, c'est les couleurs, c'est les formes élémentaires. Et là, vous avez effectivement une sorte de vendeur de journaux, hein, de kiosque de journaux que je trouve assez superbe, je dois dire. Hein. Voilà. Et ça c'est le résultat du travail préliminaire sur les formes, les couleurs et les matériaux que Itten voulait pour ensuite déboucher sur ou le cinéma. Alors évidemment, le Bauhaus n'est pas parfait. Hein. Il y a eu comme partout des problèmes. Cette dame-là qui s'appelle Lili Reich et qui était l'assistante de Mies van der Rohe. Ah oui, bon, bien sûr, tous ceux d'entre vous qui s'intéressent à la modernité savent que la chaise Weissenhof, c'est véritablement un des moments phares de la modernité en mobilier, hein, attribué pendant des années à Mies van der Rohe. Mais en fait, c'est Lili Reich qui l'a fait. Alors vous me direz, oui, mais nous, on a le même problème. Effectivement, on a le même problème. Vous avez un monsieur qui s'appelle Le Corbusier, hein, qui avait deux dames auprès de lui, l'une qui s'appelait Charlotte Perriand et l'autre qui s'appelait Eileen Gray. Le nombre de choses qui sont signées Le Corbusier, qui ont été faites par Charlotte Perriand, comme l'a très bien montré d'ailleurs l'exposition que vous avez, j'espère, vue à la Fondation Vuitton, hein, mais l'exposition de la Fondation Vuitton montrait bien que… Alors évidemment, la question, c'est que signer Le Corbusier, ça se vendait, signer Mies van der Rohe, ça se vendait, signer Charlotte Perriand ou Lili Reich, ça ne serait peut-être pas vendu. Mais bon, voilà, car quand même, elle n'a pas fait que Weissenhof, elle a fait Tugendhat aussi, qui n'est pas rien. Hein. Elle a fait Renault. Et alors, bon, complexité de la complexité, le pavillon de l'exposition universelle de Barcelone, que vous avez forcément vu parce que vous êtes des fans de modernité. Et heureusement qu'après l'avoir détruit, ils l'ont reconstruit à l'identique. C'est un endroit fabuleux. Et qu'est-ce qui caractérise peut-être plus que tout le pavillon Barcelone? C'est le fameux siège Barcelone. Et le siège Barcelone, bien sûr, c'est Lili Reich et pas Mies van der Rohe, comme on l'a dit pendant très longtemps. Et bon, moi, vous l'avez compris, j'ai un respect, une émotion devant ces gens fabuleuses. Mais c'est vrai que Gropius, quand il recrutait des étudiantes, c'était quand même plutôt pour les envoyer vers le textile. Très féminin, ça. Au moins, voilà. Et vous avez cette femme, Gunther Stolzel, qui a effectivement été la grande enseignante junior en tissage. Elle a fait des choses magnifiques. C'est clair. Tapisserie, choses suspendues au mur. Et puis, vous aviez même des gens comme Lise Speyer-Folger qui, elle, a carrément orienté vers la mode et vers les robes, hein, qui sont d'une assez étonnante modernité hein, pour l'époque. C'est 1928, ça. Hein, voilà. Et puis, alors, évidemment, quelqu'un comme Laszlo Moholy-Nagy, un Hongrois, hein, qui a été au Bauhaus de 23 à 28, hein, autoportrait ici dessiné de 1918, et dont le domaine a été, outre l'enseignement préliminaire qu'il va partager avec Albers après le départ de Itten, on y revient dans un instant, c'est quelqu'un qui était passionné par la photographie. Et alors, vous voyez, ce qui est fou chez Moholy-Nagy, c'est qu'il a compris que la photographie ne pouvait être autre chose qu'un simple constat de réel, pour reprendre la terminologie de Roland Barthes dans La Chambre claire. La photographie, elle est toujours un constat de réel, mais elle n'est pas qu'un simple constat de réel.
Et ça suppose à ce moment-là une maîtrise technique qui fait qu'on va pouvoir, passez-moi l'expression, bidouiller au niveau du développement, au niveau, etc., la photographie, pour créer cette image que moi je trouve étonnante, qui est une photographie retravaillée, qui s'appelle la jalousie. Et on voit bien que celui qui est jaloux, il est là, avec l'image de la dame qui est là à l'intérieur de ses tripes et de ses entrailles et de son cœur, et qu'entre elle et lui qu'il aime se glisse effectivement le créateur de la jalousie, c'est-à-dire effectivement tout ça, tout le monde étant plus ou moins prisonnier dans des structures qui sont à la fois des miroirs. Je trouve ça remarquable. C'est pour moi, à partir d'une photographie retravaillée, l'intelligence de Montlunagu, c'est étonnant. Hein. Alors, plus tard, il fera le pont transbordeur de Marseille. Là, il avait quitté le Bauhaus depuis un an. Et alors, il va donc assumer en partie, après le départ de Johannes Itten, que je vous ai montré tout à l'heure, il va assumer avec Joseph Albers le cours préliminaire. Et vous avez cette femme, Marianne Brandt, qui, elle, va échapper à la limitation textile des femmes du Bauhaus au début. Dieu merci, ça va disparaître. Elle va s'installer, elle va s'intéresser au métal, et elle va s'intéresser au métal dont elle sera la responsable adjointe entre 28 et 29. Mais en arrivant en 23, hein, elle fera, à partir d'un cours de Montlunagu, elle fera cette étude d'équilibre, avec évidemment du métal, qui deviendra plus tard son obsession. Mais elle fera aussi de la photographie. Hein. Et là, l'influence de Montlunagu que vous venez de voir est extraordinaire. Et si vous voulez voir une image sur ce qu'on appelle la manipulation, puisqu'en fait, c'est-à-dire comme si la femme était une sorte de marionnette dans les mains de l'homme, hein, et ça s'appelle avec mes 10 doigts, hein, avec tous les 10 doigts, bah, c'est vraiment, voilà. Et alors elle, je l'adore, hein, Gertrude Arndt. Pourquoi? Tout simplement parce que, bah, au départ, on lui a dit il faut faire des tapis, alors elle a fait des tapis. Hein. Et les tapis, là, donc visiblement, celui qui lui avait donné le modèle, c'était Paul Klee. Hein. Mais elle voulait faire de la photographie. Et alors, ce qu'il y a de fabuleux, c'est que longtemps avant le selfie, le seul sujet qui l'intéressait, c'était elle-même. Et ce seul sujet qui l'intéressait, c'était elle-même, dans le travestissement du moi. C'est-à-dire comment faire apparaître l'étrangeté du moi dans la représentation du moi. Et regardez le système des voilettes et des chapeaux, qui est étonnant. J'adore ça. Pour moi, c'est une femme fabuleuse. Et là, vous vous dites, oui, parce que quand même, moi, je veux bien, j'adore Cindy Sherman. Hein, mais sans Gertrude Arndt, je ne sais pas s'il peut y avoir Cindy Sherman. Pour moi, c'est vraiment… Et comme quoi, il faut toujours se méfier. Hein. Derrière tout grand créateur, il y a déjà eu un autre créateur sur lequel ce créateur contemporain a rebondi. Alors, bon, les voilà quand même, enfin, allez vous dire. Hein, bon. Et oui, mais je pense que c'est difficile de parler d'eux. On peut aller à l'exposition, il faut y aller dans les 4 jours qui vous restent si vous ne l'avez pas vu. Mais évidemment, l'exposition, elle ne peut pas raconter tout ça comme ça. Voilà, bon. Et donc, il est né, encore une fois, en 1888, meurt en 1976. Bon, il arrive comme étudiant en 20, il s'arrêtera son enseignement en 23. Et en 23, effectivement, au moment où Eaton commence à penser à se libérer du cours préliminaire, il va être nommé enseignant junior, où il restera jusqu'en 33, jusqu'à la dissolution. Hein, les voilà tous les deux. Elle, donc, elle arrive en 22, elle va rester étudiante pendant 6 ans et elle deviendra ensuite directrice adjointe du tissage. Alors lui, ça va très mal commencer parce qu'il va se lancer dans une forme de création que Gropius n'approuve pas. C'est-à-dire une création d'images abstraites, de vitraux abstraits, en quelque sorte. C'est pour ça que j'ai parlé des vitraux tout à l'heure. C'est comme des vitraux, si vous voulez, à mi-chemin entre Klee et Mondrian. Hein, voilà. Avec évidemment du verre, du métal et du fil de cuivre. Et là, Gropius est très mécontent en lui disant vous n'êtes pas venu pour ça. Mais il va continuer obstinément. Hein. Et comme en plus, il va se lancer dans autre chose après, au-delà de ses débuts en 21, en 24 par exemple, ou en 26, il continuera à faire ces mélanges de verre. Alors ensuite, ça c'est du verre plaqué, sablé avec de la peinture noire, mais il n'abandonnera jamais le travail du verre et jamais l'idée de produire une sorte de vitrail contemporain. Hein, ça, c'est clair. Elle va évidemment s'installer complètement dans le textile. Vous avez ici un dessin pour une tenture murale, hein, et ici une tenture murale, bien sûr. Et regardez, alors ça, pour moi, j'y tiens beaucoup, hein, je pense. Bon, je ne sais pas si vous êtes allé, mais si vous n'êtes pas allé, il faut courir. Vous devriez déjà être parti. C'est-à-dire au Grand Palais éphémère.
Parce que si vous n'avez pas vu le Kiefer, c'est absolument extraordinaire. C'est vraiment fabuleux. Et c'est à tomber. Comment il fait des trucs pareils? Enfin, or, quand vous serez dans le Grand Palais éphémère, vous verrez les grandes compositions de Kiefer étonnantes. Et derrière, en allant vers la buvette et vers la librairie, vous avez un truc qui est une œuvre de Kiefer qui s'appelle l'atelier. Et dans l'atelier, vous avez organisé, entassé, rangé, présenté tous les matériaux que Kiefer a utilisés pour les compositions qui sont dans la salle. Et c'est étonnant. Et alors, pour moi, ça a été un peu une révélation, parce que je me suis dit, au fond, les Albers, et ce n'est pas du tout une critique en quoi que ce soit, mais les Albers, ce qui les a intéressés, c'est l'atelier. Ils ont voulu revenir, je m'excuse, bon, vous savez, tout le monde sait ici le lien que j'ai eu avec Roland Barthes, mais quand Roland Barthes parle du degré zéro de l'écriture, au fond, ce que les Albers ont fait, en particulier Joseph, c'est le degré zéro de l'objet. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a au niveau des formes, qu'est-ce qu'il y a au niveau des matériaux, qu'est-ce qu'il y a au niveau des couleurs qui peuvent être assemblées de manière différente pour produire des formes différentes. Mais avant d'en arriver à la production de l'objet, le regard se fixe sur ce sans quoi l'objet ne serait pas possible. Et pour moi, ça, c'est très important. Et donc, vous avez là son verre plaqué, sable et peinture noire, qui pour moi est essentiel chez Albers, c'est je ne vous montre rien, je vous montre ce avec quoi vous allez pouvoir montrer. C'est ça. C'est-à-dire qu'on n'avance pas vers une œuvre, on régresse vers ce qui rend l'œuvre possible. Et la régression ici n'est absolument pas une critique, mais c'est une sorte de mouvement en arrière vers ce qui rend l'œuvre possible. Et c'est assez bouleversant de voir que, par exemple, Adi, vous vous souvenez de Guntha Stölzel, dont on a parlé tout à l'heure, qui était la patronne de l'atelier de tissage, elle attendra 67 pour réaliser, à partir d'un dessin de Annie Albers, cette tenture que vous voyez là. Et donc, le lien du Bauhaus était tellement fort, 34 ans après la dissolution du Bauhaus, 34 ans après leur séparation, évidemment, Gunther Stölz a pris un dessin de Annie Albers et l'a réalisé. Et alors là, vous avez évidemment Joseph Albers au moment où, après son expérience du verre et après d'autres créations qu'on va voir dans un instant, il a pris en charge entre 1928 et 1933 le fameux cours préliminaire de Witten et il l'a partagé avec Moholy-Nagy. Et ça, vous voyez, c'est les étudiants du Bauhaus qui débarquent, qui sont là à peine depuis une semaine, et évidemment, Albers, que vous voyez là, Joseph, est en train de les faire travailler sur. Voilà. Donc, il va commencer en 23 et à partir de 28, il est le patron du cours préliminaire. Et j'adore cette phrase. Good teaching is more the giving of right questions than the giving of right answers. Un bon enseignant, c'est quelqu'un qui donne les bonnes questions plutôt que les bonnes réponses. Il y en a un parmi vous ici, dans cette salle, qui peut-être pourra dire que je me trompe sur, mais ça a été quand même l'essai de… Voilà. Et là, vous avez le résultat de… C'est-à-dire que ça, ce sont des travaux d'étudiants du cours préliminaire faits après les cours de Albers. Vous avez ici un personnage qui s'appelle Heinrich Noy, qui en 1930, à la sortie du cours de ou pendant le cours de Joseph Albers, va faire effectivement ce travail à partir de copeaux de bois. Là aussi, toujours l'insistance sur le matériau. À partir de quoi est-ce qu'on va pouvoir créer? Et avant de vouloir créer quelque chose, se laisser fasciner par les moyens, les objets de la création. Et ici, le même Heinrich Noy, aussi en 1930, à Dessau, vous propose effectivement quelque chose qui est très réminiscent des débuts de la carrière de Albers lui-même, une illusion d'optique avec du papier d'aluminium sous verre. Mais regardez ça. Ça, c'est au début du cours de 1929. Cette étudiante qui s'appelle Monika Bella-Ullmann, qui épousera plus tard à M. Bronner, elle vous fait des études contrastées de matériaux divers. Des clous, du sable un peu argileux, des fils de textile, et elle juxtapose sur cette surface qui est en partie vide, c'est magnifique, ces éléments comme si l'œuvre n'attendait maintenant que d'être faite. Mais sans la reconnaissance de ça, l'œuvre ne serait pas possible. Alors, de temps en temps, ça débouche sur, comme chez, effectivement, Margareta Reichhardt,
en 1926. Hein. Et ça, j'aime beaucoup. Parce que vous voyez, on est en pleine ère Meiji. Donc, le Japon, après être resté fermé pendant des siècles, s'est réouvert complètement sur le monde et sur l'Europe. Et donc, un jeune artiste, un jeune étudiant en beaux-arts et en art décoratif japonais, Takehito Mizutani, peut aller au Bauhaus. Il suit le cours préliminaire de Eaton, de Albers. Et ça, c'est un travail qu'il réalise en 28, hein, à partir du cours préliminaire de Eaton. Mais ça, c'est ce qu'il réalisera plus tard de retour au Japon quand il deviendra un des grands designers de mobilier contemporain au Japon. Alors, à cause de, disons, pas de l'hostilité, mais du fait que Gropius n'est pas très content de le voir faire ces trucs de verre avec du fer et du… Voilà, bon, il va quand même consentir à s'orienter vers le design à partir de 23 jusqu'à 40, avec la photographie aussi. Hein, on va regarder ça. Alors, c'est quand même super. Voilà, c'est ce qu'on appelle une coupe à fruits. C'est étonnant. Et là, vous voyez très bien l'extraordinaire simplicité des formes et l'imbrication de ces formes simples les unes dans les autres produit quelque chose d'absolument magnifique. Moi, je trouve ça superbe. La tasse à thé est fabuleuse, avec la soucoupe et le touilleur, si je puis dire. Hein. Et regardez bien les deux prises. Hein. L'une est horizontale avec la main droite et l'autre est verticale avec la main gauche. Et vous réfléchirez, mais ça marche très, très bien. Et alors là, évidemment, Gropius est ravi. Gropius est enchanté parce qu'il fait enfin ce qu'il doit faire, c'est-à-dire des meubles. Et ici, évidemment, les tables gigognes, hein, qui sont en frêne, hein, en lac noir. Et puis là, quand même, Albers se garde son propre truc. Ça, c'est du verre peint. Et donc, c'est cette idée que ce verre qu'on lui a tellement reproché, hein, maintenant, on en fait finalement un des éléments de sa réussite à l'intérieur d'eux. Un fauteuil qui va être commandé par un ménage berlinois, les Hauser, hein, en 1928. Hein, bon, c'est plus tardif, hein, mais si vous voulez, c'est quand une fois aux États-Unis, il a continué à faire du mobilier en revenant aux principes élémentaires de. Hein, ce bureau est superbe. De même que ce siège de vers 1940, qui mélange à la fois, quelque chose dont on va reparler, l'influence mexicaine, et puis, bien sûr, le Bauhaus. Et puis ici, la table à thé, qui, elle, date de 28, donc du séjour au Bauhaus. Et quand je vous ai parlé de la typographie tout à l'heure, Albers est aussi obsédé par les problèmes de typographie. Hein, ça, c'est clair. Alors, l'autre aspect de sa création, c'est la photo. Et là, n'oubliez pas, quand Itten s'en va, les deux personnages qui prennent la responsabilité du cours élémentaire, enfin, du cours d'introduction, c'est Albers d'un côté, c'est Moholy-Nagy de l'autre. Et c'est très probablement Moholy-Nagy qui a donné envie à Albers de faire de la photographie. Ça, c'est fabuleux. Je m'excuse, mais c'est un truc que j'utilise maintenant dans un certain nombre de séminaires pour montrer que le distanciel, c'est bien, mais que si on n'est pas avec les gens pour voir comment ils travaillent et pour voir ce qui sort de leurs mains et de leur tête et pouvoir rebondir là-dessus, pour l'innovation, ce n'est pas très beau. Et l'innovation de Albers, elle vient de son regard sur Moholy-Nagy. Et vous avez là cet agencement que je trouve assez étonnant, cette évocation d'une corrida dont vous voyez bien qu'elle est faite de 1, 2, 3, 4, 5 photos, hein, qui représentent tantôt l'arène, tantôt évidemment les tribunes, et puis le parking devant les arènes où sont rangées les voitures des aficionados qui sont venus là effectivement pour. Regardez dans un hôtel à Genève en 29 l'obsession de la géométrisation et l'obsession de la déstabilisation du regard. Ça, c'est très, très important. Je m'excuse, je répète toujours les mêmes choses, hein, et vous le savez. Ça m'étonne d'ailleurs que tout le monde ne parte pas à ce moment-là. Mais le problème n'est pas de se laisser fasciner par des choses extraordinaires. Le problème, c'est d'arriver à regarder différemment l'ordinaire. Et regardez là, ici, la façon dont il travaille sur cet escalier d'hôtel, et en particulier la manière dont il juxtapose les deux photographies. Hein, c'est extrêmement intéressant. La juxtaposition des deux photographies fait que la reconnaissance est plus difficile, et quand la reconnaissance est plus difficile, l'observation et le regard deviennent plus attentifs. Si on reconnaît trop vite, on n'est pas assez attentif. La perte de la reconnaissance immédiate conduit inévitablement à la focalisation de l'attention.
Et on retrouve la même chose ici, évidemment, dans une route d'Allemagne en juillet 30. Et alors, je vous avoue que c'est pour moi étonnant. Il a fait ces photographies de la Tour Eiffel entre 29 et 32 que je trouve absolument fabuleuses. Je trouve ça magnifique. Voilà. Et encore une fois, vous n'échapperez jamais à l'obsession de la typographie. Les mots, les lettres. Les lettres, c'est ce qui permet aux mots d'être lus. Et si les lettres ajoutent à la simple lecture et à la simple reconnaissance une dimension esthétique, alors il est important de faire ça. Elle, bien sûr, travaille systématiquement son textile, dessin pour un tapis de Smyrne en 25, dessin pour une tenture murale en 26, dessin préliminaire pour une tenture murale en 26 également, et dessin pour une nappe en 1930. Alors, le drame, c'est 33, c'est la dissolution, et là, il faut partir. Donc, je vous l'ai dit, Mies s'en va dans un premier temps, Mies va s'en aller directement à Chicago, et Gropius va envisager de se fixer à Cambridge, dans le Massachusetts. Mais tous ces gens-là, pas Mies, mais Gropius et les Albers, vont se retrouver dans cet endroit qu'on appelle le Black Mountain College, qui est très important. Je vais essayer de vous montrer pourquoi. Les fondateurs du Black Mountain College étaient particulièrement influencés par la pensée de John Dewey, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur le pragmatisme. C'est-à-dire cette idée que tout ce qui ne débouche pas sur l'action et sur une sorte de changement de la matérialité du monde, ce qui ne débouche pas sur un changement de la matérialité du monde, est problématique. Tout comme Dewey, il souhaitait restaurer cette continuité entre ces formes raffinées et plus intéressantes de l'expérience que sont les œuvres d'art et les actions, souffrances et événements quotidiens universellement reconnus comme des éléments constitutifs de l'expérience. Si l'art ne se risque pas dans le quotidien, y compris finalement dans l'insignifiance de la quotidienneté, alors l'art n'est plus l'art. L'art était intégré à la vie quotidienne, telle une pratique d'exploration et de transformation, afin de préparer les étudiants à la résolution de problèmes dans un contexte interdisciplinaire. Les disciplines traditionnelles telles que l'histoire, la physique, la philosophie se juxtaposaient à des enseignements techniques comme le tissage, la maçonnerie ou la cuisine. Et alors, vous avez là effectivement quoi? Vous avez là le dessin préparatoire pour le bâtiment que vous avez vu tout à l'heure. Et là, vous avez deux signatures du Bauhaus. Marcel Breuer, dont j'ai trop peu parlé, mais on ne peut pas parler de tout le monde. Walter Gropius, que vous reconnaissez. Et ça, c'est le dessin préparatoire au bâtiment que je vous ai montré en photo pour le Black Mountain College en Caroline du Nord à Asheville en 1938. Et alors, inévitablement, ça a été fabuleux pour les Albers parce qu'ils sont tombés. Regardez-le, il est là, lui. Il est là. Lui. Et là, qui c'est? C'est Merce Cunningham. La présence révolutionnaire avec déjà ou des choses comme ça, mais la présence révolutionnaire de la chorégraphie contemporaine. Et derrière Merce Cunningham, vous avez celui qui était son partenaire, c'est-à-dire John Cage. Alors, on peut ne pas aimer la musique de Cage, ça, je ne vous dis pas. Mais moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est qu'à un moment dans l'histoire de la modernité, vous avez eu au même endroit, dans cette petite ville de Caroline du Nord, dans ces bâtiments dessinés par Gropius et Breuer, des gens ensemble qui étaient Albers, qui étaient Cunningham et qui étaient Cage. Et vous aviez, alors ceux d'entre vous qui s'intéressent à la poésie américaine, s'il y a deux grands noms de la poésie américaine dans les années 40-50, c'est Charles Olson avec les Maximus Poems et c'est Creeley. Et ils étaient tous les deux. Ce que vous voyez ici, la revue de poésie de la Black Mountain, c'est évidemment le premier personnage dont on vous parle, parce que c'est, oui, où est-ce qu'il est? Oui, c'est Charles Olson, bien sûr, qui est là. Robert Creeley est là. Voilà. Et puis, parce qu'il faut parler de notre prochaine conférence et vous inciter à aller voir l'exposition si vous le pouvez encore, avec qui les Albers sont en 1953, avec la fine fleur de l'école de New York, de l'expressionnisme abstrait, c'est-à-dire Wilhelm de Kooning et Hélène de Kooning. Et là, on n'a pas le temps, mais c'est clair que là aussi, Hélène de Kooning, alors bien sûr, peut-être que si elle n'avait pas épousé Wilhelm, elle ne serait jamais devenue Hélène. Mais ensuite, elle a quand même un peu subi une éclipse à cause de. Et les voilà. Là, vous avez Annie qui est en train, dans son atelier de tissage, de former une jeune étudiante. Et comme la Caroline du Nord, c'est plutôt un climat sympa, en particulier au printemps et en automne, vous pouvez, en maillot de bain, faire les travaux pratiques que Annie Albers vous a donné à faire en tissage. Et là, elle continue effectivement son tissage avec les verticales de 46 ou avec une œuvre sans titre en 50.
Et puis, c'est vrai que c'est probablement grâce au contexte du Black Mountain College qu'elle a, comme elle le dit elle-même, hein, c'était si fascinant de penser qu'on allait tout d'un coup pouvoir se débarrasser de cet absolu du tissage qui est toujours horizontal, vertical ou diagonal et qu'on a construit petit à petit. Et c'est vrai que c'est probablement au Black Mountain College qu'elle a pris le goût de ces sérigraphies ou de ces compositions qui marqueront la fin de sa carrière après la mort de Joseph. D'ailleurs, le rapport avec la mort de Joseph est inintéressant. La mort de Joseph va libérer chez elle une autre manière de créer, comme si elle entrait sur un territoire qu'elle s'était toujours défendue d'occuper. Lui, pendant ce temps-là, dans les années 40, réalise ces éléments de couleurs superposés et juxtaposés, comme vous le voyez ici, ici 40. Et alors, l'importance de Black Mountain College, c'est qu'ils vont du Black Mountain College descendre vers le Mexique. Et le Mexique va absolument les fasciner. L'art n'est donc pas un objet, c'est une expérience. Et là, vraiment, Joseph va réaliser au Mexique des séries étonnantes de photos que je trouve personnellement prodigieuses, mais je ne suis pas un grand expert, vous pouvez penser ce que vous voulez. Et ensuite, à partir des photos, ça c'est totalement Albers, il va aller chercher le système de lignes et de volumes sans lequel les bâtiments photographiés n'existeraient pas. C'est-à-dire qu'il cherche sous les apparences les structures élémentaires de lignes et de volumes qui font que les apparences architecturales vont devenir possibles. Et moi, je dois dire que c'est un des aspects de son œuvre que je préfère, c'est-à-dire les photographies, un tout petit peu, me semble-t-il, sous-représenté dans l'exposition, mais l'exposition est remarquable et donc voilà, c'est un petit mouvement d'humeur de ma part, mais je trouve qu'on ne voit pas assez ces photographies que je trouve fantastiques et qu'il n'aurait pas faites sans la rencontre avec Moholy Nagy au Bauhaus. C'est ça qui est très émouvant, c'est de voir qu'arrivé au Black Mountain College, transporté au Mexique, il va se souvenir de la liberté de regard photographique de Moholy Nagy et l'utiliser à plein. Comme dans ces choses-là ici, voilà. Regardez ça, c'est magnifique. C'est super. Et toujours, il va photographier et reconstituer les agencements de lignes et de volumes sans lequel, à son avis, ce qu'il a photographié ne tiendrait pas debout. Ça, c'est super. Vraiment, voilà. Alors ensuite, évidemment, il va se laisser fasciner, et ça, c'est très émouvant parce que ça le rapproche de Georgia O'Keeffe, il va se laisser fasciner par les architectures d'Adobe. Vous vous souvenez, on avait regardé à la fois l'église de Rancho de Taos et puis le Rancho Habitu, et il va faire effectivement des variations sur le terrain. Alors ça, c'est très important, il entre de plus en plus dans un système visuel qui est d'origine musicale à travers les variations. C'est-à-dire qu'on change très peu les formes, on change les couleurs pour montrer à la fois la permanence et en même temps la possibilité de varier à partir d'une permanence limitée, volontairement consentie. Et ça, c'est fabuleux. Alors, Jonathan se souvient ici que quand je posais une question piège dans ma classe de Kine, je disais il y a une bise pour qui trouvera, et je remarquais qu'à ce moment-là, tout le monde s'arrêtait de chercher. Donc, voilà. Mais à votre avis, qui est le personnage auquel Albers est en train d'enseigner ici la peinture? Eh bien, ce personnage s'appelait Robert De Niro. Et ça, c'est fou. Si vous allez dans la biographie de Niro, vous verrez qu'il était peintre et vous verrez que où est-ce qu'il a appris sa peinture? Au Black Mountain College avec Joseph Albers. C'est étonnant, hein, c'est vraiment, voilà. Et là, voilà elle, avec évidemment des objets précolombiens. Parce que quand ils allaient au Mexique, ils achetaient des objets précolombiens. Et ceux d'entre vous qui ont vu l'exposition, vous vous souvenez qu'il y a une étagère entière où on voit des objets précolombiens qui leur ont appartenu et qui sont maintenant la propriété de la Fondation Joseph et Annie Albers. Et donc, elle va à la fois réaliser, ça s'appelle Ancient Writing, une ancienne écriture, coton et rayonne, et ça, c'est inspiré visiblement par les séjours au Mexique. Mais aussi, elle va se lancer dans des trucs fabuleux. C'est-à-dire, moi, ce que j'appelle à mi-chemin entre Marcel Duchamp et l'Arte Povera, c'est-à-dire cette idée que, et ça, c'est très albertien chez elle, c'est-à-dire qu'au fond, vous pouvez prendre n'importe quoi, des choses extrêmement humbles, extrêmement ordinaires, qui ne sont absolument pas destinées à ça, mais que la grandeur de votre œil, ce sera avec ces choses qui ne sont pas destinées à ça, de faire complètement autre chose, puisque vous avez ici très probablement une chaîne
qui consiste à remonter ce qui vous permet de boucher votre douche ou votre baignoire. Hein. Et puis là, elle a mis effectivement des épingles à cheveux, tout simplement. Hein, voilà. Et puis là, vous avez des bouchons avec des petites épingles hein, avec lesquelles elle va faire ce collier. Hein. Et le chef-d'œuvre absolu, c'est ça, hein, bien sûr. Hein. Avec une bonde déviée, hein, d'où elle fait partir des trombones et la chaîne de la bonde déviée. On est en plein, effectivement, Fontaine de Marcel Duchamp, qui prend un urinoir, qui renverse et qui vous appelle ça Fontaine. Et là, ce qu'elle vous dit, c'est au fond, plus vous êtes attentif à l'humilité des matériaux, plus vous allez faire rebondir, plus vous allez être en mesure de faire rebondir l'humilité de ces matériaux dans une création. Voilà. Et regardez ça, je trouve ça très émouvant chez elle. Elle vous dit, écoutez, vous voyez mes tapisseries? D'accord. Vous voyez mes textiles. Maintenant, réfléchissez bien à qu'est-ce que c'est qu'un textile. C'est-à-dire la manière dont vous allez faire circuler des tout petits, infimes morceaux de laine ou de coton ou de rayonne, les uns au milieu des autres, et puis à un moment, vous allez resserrer dans le nœud, et ça fera tenir effectivement l'image. Ça fera tenir la forme. Là, je trouve ça très, très émouvant. Et là, je dois dire, elle est au cœur de ce que je pense son mari lui avait appris à regarder, c'est-à-dire non pas tant la forme aboutie, mais ce qui va rendre la forme possible, tant au niveau des matériaux que du geste. Et ici, elle va transformer ça effectivement en gouache. Elle va non plus simplement dessiner, mais voilà. Alors, au-delà du Bauhaus, il faut arriver au terme du chemin et vers la fin. La photographie que vous voyez ici est évidemment fondamentale parce qu'elle vous rappelle qu'à la fin de sa carrière, et on peut ne pas aimer ça, je comprends très bien qu'on n'aime pas ça, hein, mais la salle, enfin la partie de salle qui est réservée à ça dans l'exposition est magnifique. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, Albers va choisir le carré et ne va plus travailler que sur le carré. Alors, je pense que le carré n'est pas choisi par hasard. Hein. Dans l'homme vitruvien de Léonard de Vinci, que nous avons souvent évoqué ensemble, vous savez que le cercle représente la perfection céleste, la perfection idéale, la perfection d'en haut. Le carré représente la perfection terrestre. Et le fait que quand l'homme a les membres supérieurs et inférieurs étendus, il touche tangentiellement le carré et le cercle, il devient la mesure de toute chose. Albers va renoncer au céleste, au spirituel, au parfait, pour s'intéresser au terrestre, au carré. Et il va, à partir de ça, produire un système qui est un système de variation musicale. C'est-à-dire que de même qu'un Jean-Sébastien Bach choisit, alors vous pouvez, et de beaucoup, préférer les variations de Goldberg, de même qu'il choisit un aria fait par M. Goldberg pour en faire ses 30 variations, lui va prendre le carré, qu'il va varier au niveau de la forme, par ses constructions effectivement perspectivistes, et puis qu'il va varier au niveau des couleurs, entre par exemple au centre un orange extrêmement chaud et à la périphérie un bleu très froid. Même chose ici avec un jaune et un vert. Alors, on peut ne pas aimer ça, je comprends tout à fait. On rejoint ici l'expressionnisme abstrait, la partie, disons, non pas gestuelle, mais métaphysique de l'expressionnisme abstrait, c'est-à-dire plutôt un Mark Rothko ou un Barnett Newman. Hein. Mais voilà, c'est ce qu'il va faire à la fin de sa vie et c'est pour lui le point d'aboutissement. Encore une fois, je comprends qu'on n'aime pas ça. Moi, personnellement, je ne suis pas sûr d'être totalement comblé par ça, mais j'avoue que quelques minutes assis dans la partie de la salle où vous avez les m'ont assez ému, je dois dire. Hein. Bon, voilà, c'est comme ça. Et j'avoue que j'aime bien cette formule de lui. Apprenez à voir et à ressentir la vie, c'est-à-dire cultiver l'imagination, parce qu'il y a encore des merveilles dans ce monde, parce que la vie est un mystère et qu'elle le sera toujours. Et je pense qu'une des obsessions d'Albers, c'était en quelque sorte de faire en sorte que des choses apparemment très simples, des choses apparemment élémentaires, pourraient devenir l'objet mystérieux sur lequel concentrer votre méditation. Et qu'au fond, concentrer sa méditation sur des choses énormes, sur des choses spectaculaires, c'est peut-être moins intéressant que de concentrer sa méditation sur des choses très, très simples, très ordinaires. Il va mourir le 25 mars 1976.
Alors, vous voyez qu'elle lui a survécu quand même 18 ans. Et je reste persuadé, je ne veux pas du tout faire de la psychologie de bazar, mais peut-être j'en fais après tout, mais que sa disparition, à lui a permis d'aller vers des endroits auxquels, je pense, elle s'était interdit d'accéder jusque-là. Il me semble, dans le domaine du tissage, qu'elle a continué, elle est allée vers des choses peut-être à la fois plus lumineuses. Et puis, vous vous souvenez de ce dont elle parlait tout à l'heure, cette espèce d'emprise du vertical et de l'horizontal. Regardez ici combien, oui, bien sûr, il reste du vertical et du l'horizontal, mais on est plus dans une sismographie. On a l'impression de voir incarner visuellement des mouvements, des frissonnements, des sensations. Voilà. Elle se libère, me semble-t-il, tout en restant bien sûr dans le textile, dans le tissage, elle se libère peut-être de l'inévitabilité de la verticalité et de l'horizontalité trop rigoureuse, trop rectilinéaire. Hein. Voilà, ça, elle fait. Il y a des choses que je trouve magnifiques. C'est cette tapisserie en coton qui s'appelle pâturage, je trouve ça magnifique. Parce qu'elle vous dit, au fond, quand nous regardons l'herbe verte, est-ce que nous sommes suffisamment vigilants, sensibles, attentifs à toutes ces formes de couleurs qui ne sont pas le vert et qui en même temps nous permettent de goûter véritablement le vert. Et vous voyez, toutes ces ponctuations de rouge, d'orange, de blanc me paraissent assez brillantes, je dois dire, au point de vue de… Et là aussi, elle vous dit, oui, si c'est les tornades et les ouragans qui vous intéressent, ne venez pas chez moi. Pas la peine. Mais si c'est ce qu'on aurait tendance à ne jamais regarder parce que trop ordinaire, alors venez vers moi. Et je vous apprendrai peut-être à vous rendre attentif à ça. Notre monde part en morceaux. Il nous faut reconstruire notre monde. Nous apprenons le courage des œuvres d'art. Il nous faut aller là où personne n'est allé avant nous. Pour cela, nous sommes seuls, mais nous sommes responsables de nos actions. Notre solitude assume un caractère religieux. Ceci est un problème essentiel entre ma conscience et moi. Et d'ailleurs, à 2 reprises, 2 communautés juives, une synagogue et le musée juif de New York se sont rapprochés d'elle pour lui faire faire, en mémoire de l'Holocauste, des tapisseries. Et ici, vous avez les fameuses 6 prières qui sont à l'exposition et qui sont magnifiques, je trouve, assez bouleversantes. Qu'elle a réalisé en 65-66 sur commande donc, du Jewish Museum. Je ne sais pas, hein, mais vous voyez, ces vibrations des lignes au-delà de l'horizontalité et la verticalité, moi, m'évoquent irrésistiblement les vibrations et les ondulations de la voix du chantre pendant l'office. C'est comme si j'entendais la voix modulant et voilà. Mais peut-être je me trompe. Et alors, c'est sûr qu'après sa mort, elle s'est lancée dans autre chose. D'abord, elle a pratiquement abandonné le textile, peut-être aussi parce que le textile était devenu trop fatigant. Elle est passée du côté de l'image peinte, comme si l'option, disons, de manière un peu simpliste, l'option a priori artisanale du Bauhaus, elle s'en libérait finalement à la fin, et elle débouche sur ces gouaches sur papier, par exemple ici, qui sont, je trouve, je dois dire, je suis assez ébloui par celle-ci, où vous voyez que l'horizontalité et la verticalité survivent, mais sous la forme de taches fragiles se croisant de manière orthogonale sur ce fond bleu-vert magnifique, et qui sont des impressions en offset sur lesquelles elle va travailler. Elle est toujours à la recherche d'une acquisition technique supplémentaire. Ici, une sérigraphie sur papier, et là aussi une sérigraphie sur papier. Ceci n'a pas été sans influence sur la phase ultime de sa tapisserie.
je ne sais pas. Est-ce que c'est une croix? Est-ce que c'est un totem? Je ne sais pas. Le titre est étonnant. Sheep may safely graze, de manière à ce que les moutons puissent paître en paix ou en sécurité. Sheep may safely graze. Et j'ai trouvé assez émouvant que pour l'exposition et pour l'affiche, on ait pris ces fameuses couches rouges et bleues de 1954 et qu'on les ait rapprochées de ces études d'Adobe de lui en 48 et qu'on en ait fait ainsi l'affiche de l'exposition, que je ne saurais trop vous recommander d'aller voir si vous ne l'avez pas vue tant qu'elle est encore visible, et je vous remercie.